coming home to your tender sweet loving, you're my... Parce que j'étais là tout seul en train de faire et voici, vois ça, et ça venait pas. Hein. Bon, habiter un rez-de-jardin, c'est sympa, à condition d'avoir effectivement un jardin dans ce rez-là. Comment profiter de cet espace-là de façon optimale? Alors, vous demandez à Philippe Collignon, il vient avec sa bande. Attention, ce sont des super pros, hein, je suis pas sûr qu'on sache faire ça. Il y a des choses simples que l'on peut refaire, Oui. d'autres qui ne sont pas forcément évidentes. En tout cas, il y a une idée pour chacun, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est un jardin tout en un. Un rez-de-jardin, tout le monde en a un. C'est pas l'endroit que l'on aime. Non, ce qui veut dire, c'est que c'est pas très original. Ouais, c'est ça que tout le monde en a un, il considère Non, pas mais qu'on habite le rez-de-jardin, tous sur les souvent, c'est dur, quand il y a un rez-de-jardin, il est vraiment très mal aménagé. On ne sait pas trop comment le faire parce qu'il y a un vis-à-vis des voisins en Ouais, dessous. d'accord. On n'aime pas trop ça parce qu'on se dit on va être cambriolé facilement. Mais en tout cas, c'est vraiment un lieu extraordinaire pour tout faire. Là, on a pris 150 mètres carrés. C'était... Ah, quand même. Oui, c'était un joli rez-de-jardin, mais en tout cas, il y avait tout à faire, tout à casser, tout à refaire. 150 mètres. Voilà, le haut. Tel qu'il est là-haut. Peut-être qu'il est Mais là-haut. vous l'avez rendu moche exprès ou il était vraiment comme ça? Et là, encore, on avait enlevé des choses. Non. Ah, si. Ah, mais c'est une poubelle, là. Stocker des trucs. débarras, ouais. C'était un lieu de stockage. Hein, voilà. Stocké. Là, il y a des gens Et qui il aiment donne bien quoi? Il y a la rue derrière, là? Il y a une rue, voilà, une rue derrière. Qui passe derrière les roseaux, là? Ouais, derrière les canis, c'est vrai, exactement. Et en dessous, voilà, le après, où on a tout réaménagé, c'est-à-dire on a revégétalisé le mur avec un potager, Ouais. on a refait le dallage, on a fait un endroit à la fois pour une terrasse ouais. Ah, et pour voilà, garer mais sa non, voiture, d'accord. un petit lieu sympa avec, Attends. avec un gazon. Très grand. Hein. Ah, c'est bien, là. Mais ça fait que 150 mètres carrés. Hein, donc Oui, voilà. mais alors là, c'est qui? C'est chez qui, là? Alors ça appartient à la ville. Ah, c'est la ville. Voilà, ça appartient Ils à n'avaient la pas ville. le droit de... Une nouveauté, le coin repas. C'est une dalle avec un nouveau matériau qui est du minéral composite. Le minéral composite, c'est du PVC 100% recyclé et de la poudre de marbre. Le gros avantage du minéral composite, c'est d'absorber très bien les chocs et d'être très résistant. Cette dalle ont un format 50-50 cm pour avoir un format contemporain. Et nous avons utilisé des plots réglables. Ça nous a permis, en réglant le plot, de récupérer les différences de niveau. Le côté esthétique de ces dalles en minéral composite, c'est qu'elles ont un effet marbré. Il y a plusieurs nuances de couleurs dedans, de gris, ce qui lui donne un aspect de marbre naturel. Comment garer sa voiture sans défigurer l'endroit? C'est tout simple, on positionne des plaques alvéolaires qui forment comme de petits nids d'abeilles que l'on remplit de gravier. Le sol est stabilisé naturellement et supportera plus de 350 kg au mètre carré. Et pour le coin détente alors? Ce gazon synthétique est un gazon synthétique haut de gamme. Il a été conçu spécialement pour l'aménagement des jardins. Il a 16 brins et 4 couleurs. Dans les brins, il y a 2 types de brins. Nous avons des brins droits et des brins torsadés, ce qui lui permet de rester toujours droit et ne plus se recoucher. Il a un réalisme très impressionnant pour vraiment avoir l'impression d'avoir mis du vrai gazon, sans avoir à faire la tonte. Comment hérisser le poil de votre gazon? Avec cette drôle de machine qui redresse les brins, on peut le faire à la main aussi. La bonne idée, c'est aussi de gagner des mètres carrés en ajoutant 4 carrés de 1,20 m de côté. Des kits à monter en famille, on bâche le fond, puis on les remplit de terre ou de terreau. L'astuce, mélanger petits fruits, plantes potagères et fleuries. Ici, on a posé un film vert qui nous sert de toile de fond et de brise-vue. On dispose ensuite des bacs qui ne seront pas collés les uns aux autres et dont la hauteur est différente pour ne pas créer un effet autoroute, mais plutôt de vague, avec des végétaux fleuris ou persistants. Un avant-après qui vous donnera des idées, un parasol déporté pour profiter de l'ombre et du soleil toute l'année, des éléments gonflables qui résistent aux éléments extérieurs, une harmonie que l'on retrouvera aussi la nuit, car le jardin, ça se vit en permanence. Oui, éclairage nocturne aussi, pique-nique le soir. La bien. totale, éclairage, parasol. Et l'ensemble, ça vous a coûté ça... Ah bah, il dit rien. Allez, une fourchette. Si on passe par une entreprise, si on achète tout, c'est à peu près 6-7 000 euros. Bah oui, mais il y a Ça des va pour surfaces, 100 mètres carrés. 150 mètres carrés. Et Ouais, oh, 4 mon en Dieu, 1, une terrasse, un parking, un lieu de convivialité, D'accord. un potager.
Non, mais j'imagine les voisins du dessus qui se disent « Oh, mais pourquoi on n'a pas de ça ?» les voisins Avec du les dessus. chaînes Non, mais descendent. parce qu'avant, ils s'en foutaient. Non, mais Ils si. disent, oh, bah, c'est c'est nul, plus c'est beau. Non, mais moche. avant, Zut, c'était un lieu de alors. stockage. Ils avaient des mannequins en plastique à regarder. Maintenant, ils ont un vrai jardin, quoi. Oui, mais enfin, défense de jeter le mégot. hein. Ah bah là, Vous c'est leur vrai. avez dit. Merci C'est vrai. beaucoup. C'était très beau. Merci Bravo. beaucoup. Night we met, I knew I needed you so. And if I had the chance, I'd never let you go. Avec deux adresses, pourquoi vous les appelez ludiques, ces adresses? On s'amuse Bah, sur des hôtels où on va jouer ou quoi? Exactement. Pas du tout de tout repos, les adresses ce Ah bon matin. Hein. C'est plutôt suivant le principe un peu de mot anglais escape game. C'est-à-dire que ce sont des lieux où on va d'abord aller jouer plutôt que dormir. Ah. Voilà. Vous dire jouer avec les enfants ou Avec des enfants ou sans la première adresse avec les enfants, c'est très conseillé. C'est le Ouais. refuge des Aiglons à Chamonix. Alors, on va mener une enquête, une sorte de jeu de piste autour d'une pierre précieuse qui a disparu dans les années 30 et qu'on n'a jamais retrouvée. Alors, on tente de résoudre l'énigme à travers les espaces communs, les couloirs de l'hôtel où on va dormir. La deuxième adresse, elle est au cœur du bocage normand, à Livry, c'est dans le Calvados. Alors là, je m'adresse aussi aux amateurs de jardin, puisque c'est un paysagiste qui a créé 10 jardins à thème absolument magnifiques, une chambre d'hôte, un grand gîte et la chambre 1424, qui tire son nom de la chambre 1408. Alors, je ne suis pas spécialiste, qui Alors, c'est reprend le 1424 ou le c'est nom d'un 1408? film d'horreur. Et lui, Ah pour bon pas que ça soit trop angoissant, il l'appelait 1424, du nom de son code postal. Il a augmenté de 6 en fait. Voilà. Pour répondre à Et son alors code postal. Et alors là-dedans, eh ben, je veux dire, vous n'allez pas dormir. Hein. Ah bon? Ah, C'est non, quoi, non, c'est non, une non. boîte de nuit alors? Et c'est pas tout à fait ça non plus. Ça crée quelques frissons, vous allez voir. Mais je veux dire, ça reste correct. Ah, très correct. Ah bon? Oui, oui, non, non, c'est Oh, pas. oui, il fait peur. On peut y oui. aller à plusieurs, mais c'est très correct. Ah bah non, voilà. Ça recommence. oui, d'accord. On peut loger à 4. Ça s'appelle différemment, faut que je vous expliquerai. Allons-y. D'ordinaire, si le temps fait grise mine à la montagne, nous on boude. Aussi sympa soient les chambres, on tourne vite en rond. À Chamonix, le refuge des Aiglons a trouvé l'antidote à notre morale en berne en proposant à ses hôtes une alternative. Un jeu de piste à l'abri des intempéries. T'en as un qu'on va la plume, ça va être ou celle-ci ou une autre. On voyage à travers les coins et recoins de l'hôtel afin de trouver des indices qui permettront d'accéder au Graal. Et c'est parti, sans limite de temps ni de joueurs. Le principe est simple, les clients intéressés arrivent en réception, récupèrent une tablette et ils peuvent commencer le jeu. On peut naviguer dans les différents espaces, souvent méconnus en fait des autres clients. L'avantage également, c'est que c'est vraiment adaptable d'enfants à partir de 6 ans jusqu'à 99 ans. Il n'y a vraiment pas de limite d'âge et surtout il n'y a pas de limite de temps. D'ailleurs, on avait vu. Ça va au début? Ouais, mais on est où là? Là, on est dans On le est couloir comme ici. ça. On est comme ça, voilà. Et on va aller là? Ouais. C'est ça, barre? Les clients sont vraiment très contents, très étonnés de la performance du jeu et en même temps c'est assez normal car on a fait appel à une équipe spécialisée qui a ouvert en fait le premier escape game de Chambéry et qui ont pour habitude de travailler sur ce type d'énigme. À Livry, dans le Calvados, frisson garanti. Je suis paysagiste de métier et j'ai conçu 10 jardins à thème sur le domaine Albizia, dont un est un labyrinthe. Et en créant le labyrinthe, m'est venue l'idée de proposer à nos hôtes une chasse au trésor, un jeu, une soirée étrange, immersive et ludique dans une chambre d'hôte très atypique. Vous sortez du labyrinthe, vous avez trouvé vos clés. Yes. Vous devez passer sous l'arbre de Sleepy Hollow, inspiré de l'univers de Tim Burton. L'idée, c'est d'entrer dans un grenier qui n'aurait pas été ouvert depuis 40 ans, 50 ans, et vous allez devoir déjouer les énigmes qui vous sont proposées pour entrer dans la seconde partie de la chambre 1424 et démarrer enfin votre jeu. Un ou plusieurs des participants vont devoir aller chercher des indices à l'extérieur de la chambre, à l'orée d'un cimetière.
Donc à vous de jouer et de cumuler vos connaissances pour réussir à sortir de cette maudite chambre. L'aventure ou le jeu peuvent durer entre 2 et 4 heures selon les participants. Aujourd'hui, nous avons un couple qui a résolu les 7 énigmes. Il s'agit d'un commissaire de police. Et ensuite, bonne nuit les petits, avec ou sans cauchemar. C'est pas moi qui ai fait ça. Ah bon, si? C'est le bruit dans la... Ah, oui, non, parce c'est que je disais- bourré de Je technologie. disais, quel effet spécial. Oui, je suis un peu enrouée. Très bien, Marie-Lou. C'est Bien. bourré de technologie et c'est de la technologie pour les 2 adresses purement made in France. Donc S'il c'est vous bien plaît. aussi. Le blanc Oui. rouge. Merci beaucoup. Avec moi ce soir, voulez-vous coucher avec moi? Say not to go. Gonzague Saint-Brie, l'historien cette fois-ci, s'est intéressé à tout ce qui s'est passé dans un lit. Lui, il s'est mis en dessous pour regarder, il a feuilleté. Et Dieu sait s'il s'en passe des choses. Ou dans contre les l'histoire de murs à France. Versailles, parce qu'apparemment ça y allait. Ah ouais. Ça s'intitule William, déshabillons l'histoire de France, édition XO. Donc XO édition, c'est un panorama de la sexualité au cours des siècles. Alors sexualité des souverains évidemment, Louis Oui. XIII homosexuel, Oui. je l'avais oublié. En fait, qui s'est quand même Ah, concentré il n'y a une pas nuit. qu'Henri III alors. Ah non, il n'y a pas qu'Henri III, non. Louis XIII, donc le papa de Louis XIV, mais bon, une nuit avec Anne d'Autriche, quand même, il est rentré, il lui a fait l'amour, il a fait un enfant, mais il avait plein de mignons, il est plein d'amants. Et son fils, Louis XIV, Oui, il y a pas là, beaucoup ça n'a plus. pas duré longtemps, c'est ça que vous voulez dire De quoi ses aventures Non, le Louis Féminine. XIII qui va voir. Oui, non, Anne c'est une d'Autriche. nuit. Ben, il est homosexuel, Ah, donc une voilà. nuit, Il a une quand même nuit, fait une un nuit. enfant à sa femme, mais comme on l'avait marié avec Anne d'Autriche à 14 ans, ça l'embêtait royalement, c'était pas son truc. Royalement, c'est Non, pas enfin, bon. il a fait son boulot. Quoi. Il a fait son Bien, boulot une fois et bien, c'est tout. bien, Louis Louis. XIV, son fils, Ah, William, les portait Louis. sur la Oui, chose. bah, bien, hein, c'est tu bien, vois. c'est bien, oui. Louis XIV, en revanche, le fils portait sur la chose. Donc vraiment, on passe en revue à la fois les souverains, mais aussi les gens de la rue, les traditions à l'époque au Moyen-Âge. C'est absolument passionnant. Et donc, nous avons un Gonzague en forme olympique. Ah oui D'ailleurs, le style, Ça c'est... m'inspire, ça, hein, vous avez remarqué Oui, il était très inspiré. Et on retrouve évidemment à l'écrit la plume et la verve de Gonzague que nous avons rencontré. Regardez. Bonjour Gonzague. Bonjour. Nous allons avec vous déshabiller l'histoire de France. Si l'on commence par les souverains les plus séducteurs, les plus portés sur la chose, vous citeriez qui? Charlemagne, qui a 6 femmes, d'innombrables maîtresses, on les appelle les colombes couronnées de sa chambre. François Ier. Il fait très fort, 1m98, élevé par des femmes, sa mère qui l'appelle Mon César, sa sœur qui dit qu'il est le plus beau, et il va avoir 27 maîtresses en même temps. Oula. C'est la Renaissance, il faut dire que c'est une grande période de libération. Libération sexuelle et homosexuelle. Par exemple, Shakespeare est homosexuel, Michel-Ange. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est ce qui est inventé à Venise à cette époque-là, c'est-à-dire la ceinture de chasteté. Pourquoi a-t-on inventé la ceinture de chasteté, qui est une sorte de ceinture de sécurité de la vertu, pour que les femmes qui voyagent ne soient pas agressées et violées. Alors que l'on pensait, moi le premier, qu'elle avait été inventée par un mari jaloux, de peur que sa femme ne le trompe. Absolument. Mais le top du top des séducteurs, c'est Louis XIV. C'est un très beau jeune homme, il joue de la guitare. Musclé, je crois. Musclé, il danse à la perfection. Et alors, il a l'habitude, dans sa jeunesse, au château de Saint-Germain-en-Laye, déjà, d'aller de maîtresse en maîtresse la nuit par les toits du château. Et il va continuer à Versailles en plus grand encore. Mais comme c'est un garçon bien élevé, il finit toujours dans le lit de la reine. Et il lui fait l'amour. Et alors un jour, il demande à son médecin comment ça se fait que tous les enfants de la reine, de ma femme, tombent malades, meurent prématurément, sont faiblards, alors que les enfants de mes maîtresses sont vigoureux. Et là, Fagon lui dit, sire, il faut que je vous dise la vérité. Il ne reste, après que vous ayez vu toutes les maîtresses, à la reine que la rincée du verre. Douce France, cher pays de mon enfance. Pour un tout petit peu assombrir le tableau de tous ces séducteurs, quand même, l'hygiène était assez déplorable de tous ces souverains. Vous racontez, Louis XIV avait une haleine épouvantable, les maîtresses devaient avoir un mouchoir parfumé sous le nez, sinon elles s'évanouissaient. Je crois que c'est Henri IV, Henri le IV. ver galant, qui avait des morpions, qui avait la gale. Surtout Henri IV, qui en plus vous envoyez un billet avant de galoper à cheval, ne te lave pas, j'arrive. Oui, je t'aime. Terminons par une règle que j'ignorais. Au Moyen-Âge,
que se passait-il pour les condamnés à mort sur le chemin entre la prison et l'échafaud? Si une femme le voit, s'il a la grâce de lui plaire, si elle se dit « mais je veux l'épouser », si elle prononce ces mots, il est gracieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a existé. Il y en a un autre qui est déjà, lui, sur le gibet. Il attend qu'on lui passe la corde au cou. Et à ce moment-là, il y a une femme qu'il trouve bien. Et elle dit « moi, je suis prête à l'épouser ». Il la regarde. Il la trouve laide et boiteuse. Il se retourne vers le bourreau. Bourreau, fais ton office. C'est merveilleux. Gonzague, je vous écouterai des heures. Merci infiniment et bravo pour ce livre absolument passionnant. Merci à vous. Merci Damien, vous êtes chez vous dans l'histoire de France. Merci. Gonzague, il m'a dit, vous êtes chez vous dans l'histoire de France. Il faut expliquer ça, que le décor que vous venez de voir, c'est chez lui. Oui. C'est pas un décor qu'il a fait pour l'occasion. Il habite là. Ah ouais. Non, c'est pour ça qu'il parle de choses qu'il connaît. Il est dans l'histoire, il est immergé. Ça s'appelle donc Déshabillé en l'histoire de France. Ça va jusqu'à Félix Faure, William mort dans les bras de sa maîtresse, le président en exercice. C'est passionnant, c'est 20 siècles d'histoire. Il est mort dans les bras de sa connaissance. Oui, qu'il avait perdu. Il a perdu sa connaissance. Non, elle n'a pas perdu, elle est dans le couloir. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus à Télématin. C'est celui du samedi. On va commencer cette demi-heure avec l'actualité du cinéma aux États-Unis, pour l'instant, avec un film qui s'appellera en français Braquage à l'ancienne, et notre correspondant permanent, Claude Budin-Juteau, permanent à Los Angeles, va vous proposer de rencontrer ces jeunes gens-là que vous voyez là. À eux trois, ils ont 240 balais, 80 ans chacun. Alors, vous les connaissez bien. À gauche, Michael Caine, lui-même, Morgan Freeman, s'il vous plaît. Ils ont déjà tourné ensemble, ils se connaissent très, très bien. Et le troisième, à droite, c'est Alan Arkin. Ce sont des gens qui ils ne supportent plus de voir leur pension de retraite chaque année partir en fumée, maigrir de plus en plus. Ils se disent, bon, on va se lancer dans un petit braquage. Les papis braqueurs. Qu'est-ce que ça donne? Regardez. Gentlemen. Is the final rose tonight? Luke, the only choice she's got. She's not going to move to a farm in those heels. She's kissed them all. With her tongue. She's a walking venereal disease. Cambriolage à l'ancienne est le remake d'une comédie de 1979, Going in Style, avec George Burns. La nouvelle version capitalise sur les récents scandales financiers. My mortgage payment tripled. I disclosed the possibility of a rate hike during your refi. Do you remember that? Everyone on the ground, now! Témoin d'une attaque de banque réussie, un retraité, joué par Michael Caine, a l'idée de faire la même chose avec ses deux autres compères, interprétés par Morgan Freeman et Alan Arkin. Telles sont les prémices de Cambriolage à l'ancienne. I'm in. I want to rob that bank. It's a good place, isn't it? Gentlemen, let's go get our money back. Yeah. The main thing about it is that they are three entirely different characters and have known and loved each other most of their lives. It's time for a practice run. We'll be right back. I don't want to stay in the car. It's hot in here. Avant de s'attaquer à une banque, nos trois tontons flingueurs décident de s'entraîner d'abord en allant voler dans un supermarché, une entreprise qui se traduit rapidement à un échec total. Mais pour Morgan Freeman, c'est une scène dont il se rappellera toujours. I think probably the hardest part of all of that was trying to hide the pork roast and stick that in your pants. Big old pork roast. That was hard. And then this business of running around a parking lot trying to hide a dozen eggs in your clothes and a pork roast. That's funny. And then we're on this cart running down the middle of the street in Brooklyn, just causing all kinds of stirs. You got to think of it like putting down a horse. Quant au troisième larron, Alan Arkin, ici aux côtés de Anne-Margaret, vous vous rappelez de lui dans le rôle du grand-père obsédé sexuel de Little Miss Sunshine, ou encore de l'entraîneur sarcastique de Sylvester Stallone dans Match Retour. Un acteur accompli qui ne cache pas son admiration pour Michael Caine et Morgan Freeman. They're both consummate professionals. They can make anything work. That's the thing that I'm most impressed about. They can take any line and make it interesting and make it. I can't do that. I mean, I wish I had that talent, but I don't. Yeah, so I'll be behind you the whole time. La mise en scène est signée Zach Braff, un acteur devenu réalisateur
qui a réussi la gageure de réunir 3 octogénaires dans un film qui utilise une triste réalité, celle des retraités ayant perdu leur pension, pour en faire à la fois un constat social et une comédie un peu longue, mais très drôle. It's a touchscreen. I'm groping it all over, nothing happens. Reminds me of the time we went to Reno. We ate like kings. We were kings. We still are. Ladies and gentlemen. Bon, est-ce que ça sort en France? C'est la bonne question. Oui, effectivement, le 3 mai, mercredi prochain. Donc, là... Revue de presse. Ouais. Revue de presse des magazines que vous n'avez pas encore lu. Ouais. Oui. Et d'abord, un livre qui a été vanté par les journaux et qui est tout indiqué dans cet entre-deux-tours parce qu'il parle du pouvoir, mais d'une manière originale. Plusieurs journaux en avaient parlé, vous voyez ici, Libération ou l'hebdomadaire L'Express. Il a même reçu un grand prix, ce livre, le prix du livre de mode. Ça s'appelle Les habits du pouvoir et ça explique tous les enjeux du vêtement pour les hommes de pouvoir, uniquement les hommes, parce qu'on parle finalement moins du vêtement masculin que les vêtements féminins qui sont à longueur de magazine évoqués. Or, il y a beaucoup à dire aussi sur les vêtements des hommes. Comment, par exemple, on en est arrivé à l'uniformisation quasi totale des vêtements des hommes de pouvoir de nos jours? Presque aucune fantaisie n'est acceptée. Vous allez voir une photo, regardez à gauche, le costume bleu avec des légers carreaux de Reagan en 82 est le maximum toléré. Il fut acteur. Oui, mais c'est vraiment le grand maximum. Sinon, la norme, c'est plutôt Mitterrand à côté, c'est-à-dire du noir ou du bleu marine. Droite, alors, là. Voilà, ça c'est pour les Occidentaux, parce qu'à côté, vous voyez qu'en Afrique, il y a plusieurs écoles. Vous avez le costume occidental du monsieur qui est au milieu, le costume au contraire totalement africain du monsieur de gauche, ou alors le compromis entre les deux avec effectivement le président Mobutu, qui est un peu à l'occidental, mais avec quand même la toque par-dessus le costume classique. La toque léopard. Voilà. Même les femmes, figurez-vous, les femmes de pouvoir ne s'autorisent des fantaisies que quand elles sont en Afrique ou en Asie. Vous voyez à droite Indira Gandhi, bon, elle c'est normal parce qu'elle est indienne, ou Margaret Thatcher parce qu'elle est en visite en Afrique sur cette photo. Ah, ce qui explique cette robe de chambre. Parce qu'à Londres, bon, c'est très joli. À Londres, elle s'habille pas comme ça, si vous voulez, à l'époque. Non, c'est pas sa robe de chambre, c'est une robe de bal. Voilà. Mais pour l'Afrique, ils étaient en visite, je sais plus, au Kenya, je crois. Ouais. Et alors, cette uniformisation du costume des gens de pouvoir, c'est justement la faute aux Anglais, avec le dandy Georges Brumel au 19e siècle, qui décide que la couleur est vulgaire et qu'il faut s'habiller en noir ou maximum en bleu marine. Donc en sobre, et que tout le reste est de mauvais goût. C'est censé être moderne et plus égalitaire, mais je rappelle qu'auparavant, regardez, les hommes avaient droit à toutes les exubérances. Regardez Louis XIV, ça c'est très connu. À gauche, un Maharaja au XXe siècle, ou le chef Sioux du milieu, tout ça c'est au XXe siècle. Et Louis XIV, évidemment, chez nous, ça s'arrête à la Révolution. On avait droit à toutes les couleurs et des froufrouf en freluche chez les hommes jusqu'à la Révolution, et ça se gâte au 19e. Louis XIV, Louis, il était assez fashion. Oui, il y va à fond, oui, effectivement. Oui. Et les papous, encore aujourd'hui, eux, ils sont presque tout nus. Mais ils n'enlèveraient pour rien au monde les ornements de perles et de plumes qu'ils portent, parce que là, ils auraient l'impression d'être tout nus. Vous voyez ? Bien sûr. Donc c'est le superbe livre, Les habits du pouvoir, aux éditions Flammarion, qui vous explique ça. Heureusement, les enfants, les jeunes garçons échappent à cette uniformité aujourd'hui. Regardez le magazine Marie-Claire Enfant qui nous prédit le retour de la couleur cet été. Vous voyez le costume du petit garçon à droite. Alors c'est toujours le garçon en bleu et la fille en rose, mais il y a quand même de l'originalité. On verra si la prédiction de Marie-Claire se réalise sur nos enfants ou pas. Je termine avec, dans le même esprit, la revue Né, épaisse et très intéressante revue qu'on trouve dans les librairies. Et le numéro de printemps nous explique cette fois la signification des parfums. Qu'est-ce qu'on portait en fonction de chaque époque? Les parfums féminins qui sentaient la rose ou la violette avant la guerre de 14. Et puis après la guerre de 14, quand il y a une libération féminine, ça devient des parfums plus puissants, plus forts. Exactement quand elle se libère du corset ou quand elle se coupe les cheveux, par exemple. Et la question des hommes, est-ce que la virilité peut se parfumer? Et si oui, comment? Vous lirez tout ça dans les passionnants articles de la revue Né. Il y a marqué Né sur la revue, ça s'appelle Né, N-E-Z. Voilà. Vous lisez Né, là? Ah oui, vous le voyez pas, c'est stylisé, mais c'est Né. Moi, je lis S-E-Z. Ah, parce que vous lisez le blanc, mais non, c'est le rose. C'est le rose qu'il faut lire. Je sais pas. C'est un N. C'est un bon test, ça, pour l'opticien. Qu'est-ce que vous lisez là-dedans? Remets-le-moi, parce qu'il faut que j'aille voir. Tu vois? Et le nez stylisé à sa plus simple expression en dessous. C'est vrai qu'on dirait un S, hein? Vous voyez pas le nez, le N? Non, je vois mal le N, ou pas très bien. C'est drôle. Bon. Je vois aussi... Bon, enfin bref, c'est pas l'essentiel. Excusez-moi, digression, ou digression plus exactement. Bon, alors, on va retrouver
retrouver des images d'archives. Pour certains d'entre vous, il y a même des métiers qui ont complètement disparu. Complètement On disparu. ne savait même pas que ça existait. Exactement, oui, j'étais très surprise. D'autres beaucoup plus rares, hein, évidemment, mais qui résistent encore aujourd'hui. Il y a des passionnés qui perdurent comme ça la tradition, qui vont faire revivre ces métiers qui existent maintenant, mais depuis des siècles, William. J'ai découvert par exemple le papetier. Vous savez, c'est le fabricant de papier, qui date quand même du 19e siècle. Ouais. Eh bien, en France, il n'en reste qu'une quinzaine, pas plus. Autre métier encore plus rare, c'est le batteur d'or. Le batteur d'or, il en reste un seul en France, une cinquantaine dans le monde, pas plus. Ça date du 17e siècle, un batteur d'or. Vous voyez les feuilles d'or, là, qui se construisaient déjà, qui se fabriquaient, déjà à l'Antiquité. Donc, vous allez voir, je vous propose de regarder tout ça en images. Je suis sûre que vous allez découvrir des métiers dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Soupçonniez. Soupçonniez. Voilà. Il faut faire attention. C'est ça, oui. Allez, on regarde ou pas? Allez, quoi. Madame Bernard, y a-t-il toujours beaucoup de clients à acheter des sabots? Oui, en hiver, on vend pas mal. Est-ce qu'il existe beaucoup de sabotiers encore dans la région? Il y en a très peu. Très peu. Est-ce que l'on vend autant pour les hommes, pour les femmes que Non. pour les enfants? Pour les femmes, surtout. Il faut compter une bonne journée dessus de travail, n'est-ce pas? Et après, une fois fini, il faut compter au moins 2 semaines de séchage, n'est-ce pas? Et encore quelques heures de finissage. Une fois qu'elle est finie, il faut que je la donne à un fourreur. La plieuse, elle commence à mettre en tambour, c'est-à-dire qu'elle défait la chaînette qui a été faite au sortir de l'ourdissoir. Ensuite, elle pique en peigne pour obtenir la largeur voulue et le nombre de fils désirés au centimètre. Et elle plie sur le rouleau du tisseur. J'appelle article de cotillon les chapeaux, les coiffures. J'appelle aussi cotillon les costumes, certains types d'articles de fête comme les mirlitons par exemple. Cotillonneur, autant vous dire que ça n'existe plus. J'ai cherché partout. Il n'a pas l'air gay, le cotillonneur. Cotillonneur. Bien amis, on fait tout le temps la fête, il y en a marre. Il y en a marre, oui. Pourquoi? Pour les anniversaires, je ne sais pas, les fêtes ou autres. Merci beaucoup. Il y a combien de labels gastronomiques? Enfin, il y a les appellations d'origine contrôlée, protégées. Il y a les appellations d'origine contrôlée, ça c'est ce que les Français avaient créé. AOC. Après, il y a l'Europe qui est venue, on a créé les appellations d'origine protégée. AOP, oui. Voilà. Il y a les IGP, indications géographiques protégées. Voilà. Et donc, tous ces labels sont... Il faut donner des exemples pour chacun d'entre eux. Alors, par exemple, le jambon de Bayonne est une IGP. Voilà. Et le camembert de Normandie, qui nous intéresse aujourd'hui, est une AOP. Et dans les vins, par exemple, ce ne sont que des AOC.
Ah, D'accord. voilà. Bon, Bien. l'essentiel, en fait... C'est simple, non C'est Ah, simple. c'est- Bonjour. oui, oui, On a oui. pris des notes, hein. Non, Oui. l'idée, en fait, de ces appellations, et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a le marché à Cambremer, le marché des AOC et des AOP. C'est ce week-end, c'est à Cambremer. Et l'idée, c'est de réunir toutes ces appellations de France avec un thème, le Portugal. Donc, on a fait venir des appellations qui viennent du Portugal, parce qu'il y en a aussi. Et en fait, l'idée de ces appellations, c'est de défendre Oui, bien les sûr. producteurs Alors, quoi, et le le Portugal, produit. c'est un invité, c'est tout, quoi. Ah voilà, oui, c'est voilà. Et en fait, l'idée, elle est simple, c'est que par exemple, pour prendre le camembert, nous sommes en Normandie. Ouais. Il y a 50 ans, le camembert n'a pas été protégé. Et donc finalement, comme le brie, il est devenu dans le domaine public. Ça veut dire que n'importe qui pouvait fabriquer du camembert Oui, n'importe où oui, et n'importe comment. Et c'est le cas. Et c'est le cas Vous avez complètement. de célèbres camemberts roumains. Voilà, Et- et l'industrie agroalimentaire s'en est un petit peu emparée. Et donc, depuis, on a créé une AOP, l'appellation d'origine protégée, camembert de Normandie. Et là, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus le droit. Autrement dit, si vous d'appeler votre avez un camembert, s'il n'y a pas marqué camembert de Normandie, il n'est pas forcément garanti de Normandie. Voilà. Et surtout, il n'est pas garanti d'être fait avec du lait de vache normande. William, quand même, c'est important, la vache normande. Mais c'est quand même du camembert. Ah bah c'est quand même du camembert, oui et non, parce qu'il n'est non, pas c'est- dans les gestes, il n'est pas forcément moulé avec 5 louches, parce que l'AOP impose C'est ça. de mouler à 5 louches. mais hélas, il a l'appellation. Non, il n'a pas l'appellation. il a il l'appellation peut- camembert. Ah, mais c'est pas une appellation, c'est un nom. Voilà, nom, comme, comme les ça. comme le couteau de Parce l'aïeul, qu'il- par parce qu'il exemple. n'est pas Où on se déposé. bat à l'aïeul pour que le couteau de l'aïeul Ouais. revienne à l'aïeul. Donc en fait, c'est vraiment l'idée. Et là, nous sommes allés voir la crème de la crème. On est allé voir Patrick Mercier, c'est le dernier. Ils sont 2 maintenant, ils sont plus que 2, à fabriquer du camembert de Normandie, AOP, bio et fermier. Ça veut dire qu'il a ses vaches. Il a les vaches là devant lui, là. Ah, il a les vaches autour de lui, et puis hop, Ouais. elles viennent, Il les elles connaît donnent une leur par lait, une. il fait des louches. Il et- a tous les 06, il les connaît intimement. Ah bah ouais, il les connaît intimement, ah oui, oui. Ah ouais. Patrick Mercier, vous allez voir, là, regardez. Bon, bah là, je crois que c'est flagrant, hein. C'est du reportage de terrain. Aujourd'hui, le triporteur est chez l'un des 2 derniers producteurs de camembert. Fermier, bio et AOP. Eh oui, les 2 à la fois, c'est possible. Pardon, mesdames, je bronche pas trop parce que je crois qu'on est cerné, hein. Bon, Patrick, expliquez-nous. On vous retrouve au milieu d'un groupe de vaches normandes. Ah oui, que c'est- des vaches normandes. C'est important d'avoir que des vaches normandes. Alors pour faire le fromage que nous faisons, oui, puisqu'il faut vraiment des protéines en quantité et en qualité particulière. Et cette vache normande, c'est une des meilleures fromagères au monde. Et puis en même temps, la vache normande, c'est la vache autochtone à ce territoire-là, non? C'est ça? Elle a été sélectionnée par nos générations qui nous ont précédés pour faire ses fromages à pâte molle. Et en plus, elle n'est pas timide, la vache normande. Hein? Alors certaines, chaque vache a son tempérament. Celle-ci est à coup sûr très curieuse. Si on veut comprendre ce qu'est le camembert, ça se passe ici. Oui, alors la période de fabrication et le moulage en 5 louches, là on est même en 6 louches. C'est très important parce qu'en fait c'est l'ambiance de la fromagerie qui va être au cœur du fromage. L'ambiance, en fait, c'est la signature du fromager, non? Oui, tout à fait. Alors, ce qui nous aide aussi, c'est l'utilisation des matériaux traditionnels. On utilise des stores en bois. D'accord. Donc ça, c'est très important puisqu'en fait, c'est le support du fromage qui nous transmettent une certaine biodiversité régulière. Et l'un des secrets du camembert, c'est après le démoulage. Durant une dizaine de jours, on va lui faire développer sa croûte naturelle, ce petit duvet blanc, le pénicillium. C'est grâce à lui qu'on le reconnaîtra dans le monde entier. Et une des particularités du camembert de Normandie, c'est son emballage. Une feuille de papier et une boîte en bois, ce qui lui permet d'être conservé de façon optimale. Ni trop plâtreux, ni trop coulant. Moi, je trouve qu'elles n'ont pas l'air très stressées, Patrick. Mais il manquerait plus que ça. Elles sont en campagne, elles sont dans des prairies normandes. Quel camembert on va prendre parce qu'on va chercher en fait à faire un millefeuille D'accord. de pommes et on va Ah. chercher aussi à le faire flamber au dernier moment. D'accord. Alors pas trop fait. Oui, pas trop fait. Voilà. D'accord. On va le couper déjà en 3 tranches. On coupe quelques rondelles de pommes, un petit peu de beurre. On fait revenir nos pommes et alors ensuite, là, on n'a plus qu'à fourrer. On aurait pu se contenter de ça. C'est déjà beaucoup. Mais on aurait rendu malheureux toute une partie de la Normandie là. D'accord. Parce je qu'on sais a pas. oublié un produit quand même. Ah Les pommes, mais à un stade ultérieur. Voilà, C'est donc ça. le calvados. Voilà, une petite lichette, très bien, parfait. Et là, en théorie, on n'a plus qu'à allumer
Et là, on se dit quoi? Qu'on a toute la Normandie dans l'assiette, là? On peut pas en remplir plus. Là, voilà, non. Formidable, c'est un burger de calva. Oui, c'est un burger normand, parce qu'il n'y a que du camembert, hein, voilà. Burger de camembert. Et c'est extraordinaire parce que comme vous mettez un petit peu de sucre sur les pommes au moment où vous les poêlez dans du beurre normand, forcément, eh bien, il va y avoir du croustillant. C'est-à-dire que quand vous allez couper, là, ça va faire des petits... Et après, vous le mangez, oui, comme un burger, comme ça. Oui, ou alors ça partager avec des copains quand même. Voilà, en tout cas, Cambremer et le marché des AOP, c'est ce week-end, c'est le 29 et le 30. Et puis, sinon, il y a le camembert de Champ Secret de l'ami Patrick Mercier. Ça s'appelle Champ Secret. Champ Secret, c'est la commune, voilà. Et puis alors, avec les vaches, là, on dirait qu'elles sont là pour faire de la figuration. Oui, on dirait des vaches pour les tableaux de boudin, tu vois, c'est ça, comme ça, elles sont magnifiques. Ce sont des œuvres d'art, là-bas, les vaches normandes. Merci beaucoup. Toi qui brilles comme l'astre solaire, je ne suis qu'un vieil ours polaire qui se met. Cet élégant jeune homme a traversé des décennies, donc 5 de la chanson française, témoin de tout. Il a commencé à chanter en 1970-71, produit par Claude François, et avant, il était accompagnateur d'un certain Jacques Dutronc. C'était le pianiste de Jacques Dutronc. Ouais. Il était encore mineur. Les parents de Jacques Dutronc sont venus, comme dans les bonnes familles, demander aux parents de monsieur et madame Legovic, c'était le vrai nom de Alain Chamfort, de laisser leur fils partir en tournée avec Je sais pas s'ils ont eu raison. Mais il dit en fait que cette espèce de recul qu'il a sur la vie lui vient de son maître Jacques Dutronc. Il raconte cette anecdote savoureuse. Dans les années 60, tous les artistes étaient là devant les directeurs artistiques, les considéraient comme de véritables dieux. Jacques Dutronc, qui avait à peine 18 ans, arrivait, leur mettait des baffes à tous et repartait aussi sec. Il me dit alors, quand t'as été élevé comme ça, quand ton premier exemple a été ça, tu ne peux plus rien prendre au sérieux. Alors, Alain Chamfort, il sera ce soir à Pleyel, la magnifique salle Pleyel. C'est vraiment quelqu'un qui a fait un nombre de tubes, qui a composé un nombre de tubes énorme. Il a été donc lancé par Claude François. Claude François, pour lequel au départ il écrivait des chansons, qui en avait fait dans son écurie, les disques flèches, un artiste un petit peu à son image. Ça, c'est un peu mal fini, il va vous le raconter avec beaucoup d'humour aussi. Et puis après, il a pris son émancipation en 76, il a voulu vraiment voler de ses propres ailes. Et bien à la suite, on la connaît. Donc c'était il y a la semaine dernière, au Casino de Deauville. Alain Chamfort était là et le théâtre était plein. On y va. Si vous voulez bouger maintenant, si vous voulez participer, allez. Manu rêve. Alain Manureva, qui reste aujourd'hui peut-être votre plus gros succès pour le grand public. Quel rapport entretenez-vous avec cette chanson? Un rapport super affectueux, je peux vous dire. Mais non, parce que quand on a évidemment la chance d'avoir un gros succès comme ça dans une période, ça fait un lien fort avec les gens. Et puis, ça fait tellement plaisir de les voir attendre cette chanson. Les gens se lèvent et les gens dansent et les gens sont heureux, ils sont libérés de la soirée. Vous êtes plutôt d'un naturel timide. Vous êtes surpris parfois à faire des choses qui vous ont même étonné vous-même sur scène? Je me sens un peu plus en prise, enfin c'est pas des prises de risque, c'est pas le mot, mais un peu plus audacieux, quoi. Voilà, c'est-à-dire que je me libère un peu plus. Ça a mis le temps parce que c'était vraiment pas dans ma nature au départ, effectivement, et que à force, on y trouve même du plaisir. C'est ce qui se passe en ce moment. Madonna. Et parmi les gens qui ont aidé Alain à se libérer, un certain Clo-Clo, véritable Pygmalion, qui l'a produit à ses tout débuts. Au départ, j'étais comme un manche, je ne bougeais pas du tout. Il m'a appris un pas de basse, comme ça, les premières télés, je faisais mon truc. Je disais, au moins, je fais ce qu'on m'a dit de faire. Mais enfin, c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps, quoi. Et moi, j'étais amoureux fou de toi, je ne pensais qu'à toi. Dans les anecdotes plutôt rigolotes, est-ce vrai qu'il lui est arrivé à la fin de devenir totalement jaloux de votre succès jusqu'à un jour débrancher la sono? Oui, c'est la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est débrancher le courant, parce qu'au moins ça a arrêté tout net. En prétextant qu'il y avait eu un truc, que le courant avait sauté, enfin des fausses excuses. C'était quelqu'un de son équipe, un secrétaire qui allait derrière les coulisses, qui courait et qui débranchait. Il ne supportait pas d'entendre dans sa loge, pendant qu'il se préparait, quelqu'un d'autre que lui avoir du succès, tout simplement. Fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs, comme un adolescent. Je déraille pour songer, fièvre dans le sang. On vous compare souvent à un Brian Ferry à la française, l'élégance, c'est des mots qui reviennent souvent. Vous vous définiriez comment, vous? Comme un musicien, surtout. Je crois que c'est avant tout un musicien qui a fait un parcours d'écriture de chansons et qui, par le hasard de la vie, a été amené à les chanter lui-même.
parfum de prime vert, je ne suis qu'un singe en hiver. Ton printemps, je vais devoir le faire. Voilà pour Alain Chamfort. Ce soir, à Playel, vraiment, vous allez passer un bon moment. Playel vous allez qui est devenu une salle qui n'est plus réservée aux classiques, comme vous le savez Effectivement, probablement. ça y est, ça s'est démocratisé. Il y a des chanteurs. On avait été y rencontrer Patricia Cass. Ce soir, Alain Chamfort à Playel. Merci beaucoup. Découvrir une collection exceptionnelle qui appartenait à qui et une collection de quoi? Alors, c'est une collection qui appartenait à Alfred Bohr, William. Alfred Bohr était au siècle dernier un grand collectionneur des arts de la Chine et du Japon. Alors, pour la petite histoire, c'est un fils de forgeron. Il est né à Zurich et il part très jeune au Sri Lanka où il va faire fortune dans le commerce d'engrais plus particulièrement. Puis une fois qu'il a fait fortune, eh bien, il rentre en Suisse. Et là, on est vraiment au tout début du XXe, une période à laquelle les Occidentaux témoignent d'un intérêt tout particulier pour l'art du Japon. Les grands collectionneurs, à l'époque, découvrent cet art-là dans les expos universelles. Et vraiment, Alfred Bohr s'inscrit dans cet engouement de cette vague japonisante. Et il va commencer à collectionner des sabres japonais, des ornements de sabres, des estampes, des lacs, des tissus. Et puis cette passion qui était au tout début qu'un loisir, elle devient vraiment dévorante. Et là, il va se lancer aussi dans les arts de la Chine et il va commencer à collectionner les céramiques impériales. Alors là, c'est vraiment les plus prestigieuses. C'était vraiment celles qui étaient réalisées pour l'empereur spécifiquement. Donc les céramiques impériales et le jade. Et là, dans ce domaine du jade, il a vraiment réuni des pièces absolument somptueuses. Alors quoi, c'est pas une vente, c'est une expo. C'est pas une vente. Si vous voulez, toutes ces pièces-là, toute sa collection, elle est aujourd'hui réunie à la Fondation Alfred Bohr à Genève. On y est allé regarder. La réalisation des jades, en fait, dépasse complètement notre entendement parce qu'on ne sculpte pas un jade comme on le ferait avec du marbre, mais on l'abrase. C'est-à-dire qu'on va user très lentement, à l'aide de fraises et de bâtons divers, la pierre de jade pour obtenir un résultat. La gamme de couleurs du jade est vraiment très étendue. Il existe du mauve, du vert épinard, du blanc graisse de mouton, du vert pomme acidulée. Ce qui est extraordinaire dans les jades, c'est qu'on peut plonger dans les décors. Nous avons par exemple un pot à pinceau avec une histoire qui s'appelle le pavillon des orchidées, très connu en Chine, qui raconte l'histoire d'un célèbre calligraphe, Wang Xizhi, qui avait eu l'idée d'inviter ses amis pour faire la fête. Lors de la soirée, ils avaient décidé d'écrire en fait un recueil de poésie en commun en buvant des coupes de vin. Alors plus la soirée avançait, plus la difficulté évidemment augmentait. Nous avons aussi la chance d'avoir des jades moghols où on copie en fait le travail des lapidaires indiens. C'est des jades d'une finesse extraordinaire. On voit à travers le jade, donc c'est vraiment assez impressionnant. Alfred Bohr était fils de forgeron. Il a eu un œil tout particulier, je pense, à cause de cela, pour les ornements de sabre. Donc surtout les gardes de sabre, qu'on appelle des tsuba en japonais. C'est simplement la partie qui protège la main et qui permet de relier la lame à la poignée. Les premières gardes de sabre remontent juste avant la pacification du Japon par les Tokugawa en 1600. Et on voit que ce sont des armes qui ont encore servi au combat. Après 1600, il y a moins de guerre, on a moins besoin des armes. Ça devient de plus en plus en fait un objet d'apparat et de pouvoir. Et donc on voit les ornements de sabre s'affiner. Il y a du travail extraordinaire de gravure et des métaux précieux évidemment. Il y a des familles de forgerons qui sont spécialisées en fait dans certains motifs qui font plutôt allusion à la nature. Et là, on a justement une famille qui était spécialisée dans le rendu de l'épi de millet. Il y a aussi des dragons, des samouraïs en armure qui sont plus impressionnants et qui racontent finalement l'histoire de ces pièces. Avec Laurent,
Bon, donc il n'y a rien à vendre si vous avez l'intention. De toute façon, sur Europe 2. Mais non, mais si on passe à Genève, voilà, vous pouvez vraiment vous rendre à la Fondation Alfred Bord, qui est vraiment c'est superbe. Vraiment, c'était un homme obsessif dans le bel ouvrage et on ressent vraiment ça dans toutes les pièces qui se Il ne se parlait pas tous les jours, Alfred. Hein, je vois non, non, pas vraiment. Voilà. Alfred était assez rigoureux. Alors maintenant, on reste dans la culture avec Julia Duweb qui va vous parler de mode et de préservation du patrimoine, c'est-à-dire... C'est un mélange assez étonnant. C'est la bonne idée du Centre des Monuments Nationaux. L'idée, c'est de vous faire un petit plaisir tout en contribuant à la préservation du patrimoine grâce à un partenariat entre une franco-française marque de marinière et le Centre des Monuments Nationaux. Il propose ce modèle qui est en édition limitée, modèle de marinière. Lorsque vous l'achetez sur Internet, vous allez participer à la restauration et la rénovation de la merveille au Mont-Saint-Michel. C'est la partie notamment avec le cloître et toutes les parties autour. Ah bon. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en termes de mécénat par le Centre des Monuments Nationaux, dont ce projet qui marche très très bien et qui va beaucoup plaire aux internautes parce que les marinières, c'est complètement intemporel, c'est tout le temps à la mode. Et là, l'idée, c'est d'en plus de participer pour aider à restaurer ce monument. Et vous avez aussi ce site qui s'appelle Ma pierre à l'édifice, où là, vous pourrez carrément regarder tous les projets de restauration en cours et voir comment vous pouvez aider à participer. Mais là, pour le château, on n'est pas obligé d'avoir une marinière. Non, non. La marinière, c'était vraiment un projet autour du Mont-Saint-Michel. Il n'y a pas de déguisement prévu non plus. Mais c'est assez sympa parce que d'habitude, vous donnez juste de l'argent pour participer, ce qui est déjà bien. Là, vous achetez quelque chose et vous faites plaisir aussi. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Merci beaucoup. Comme un diamant qui se pose aux branches de mes doigts, tu brillais chaque nuit devant moi. Ville de lumière. Oui, ville de lumière. Alors, ce sculpteur sculpte avec quoi? Il sculpte la lumière, justement, si on peut... Et comment fait-on pour sculpter de la lumière? On se fait pas mal. Vous allez voir. Mais d'abord, alors il s'appelle Yann Carsalet. Et Yann, il a deux passions dans la vie. C'est la mer et la lumière. Alors, il n'est pas un peu breton, celui-ci? Il est Douarnenez, donc Douarnenez, famille de marins, donc forcément ça doit influencer. Ça va, Alors il est plasticien, artiste, sculpteur, vous le disiez. Et puis je pense qu'il a dû tomber dans la lumière tout petit. Et il a expérimenté son travail artistique autour de l'eau, autour de la mer, la nuit plus exactement. Donc en fait, il a essayé de recréer des univers lumineux. Vous savez, comme quand on voit les algues dans l'eau la nuit. Si vous illuminez, enfin, vous voyez ou vous... Non, vous voyez pas. Non, j'ai l'impression que vous voyez pas. Non, ouais. je fréquente pas beaucoup les algues la nuit. Dans l'eau, en plus, c'est très précis quand même. Non, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il sublime les bâtiments parce qu'il travaille avec les plus grands architectes du monde. Outre être sculpteur, donc faire des œuvres, lui pour lui, des installations. Il faut voir là maintenant. Là. Eh bien oui, alors, si je vous dis le Quai Branly, Jean Nouvel. Si je vous dis le jardin en bas et le dessous du Quai Branly, l'installation lumineuse, eh ben c'est Yann qui... Oui, du musée, exactement. C'est Yann qui fait ça, voilà. Et donc, ça veut dire que toutes ces lumières... Oui, c'est ça, voilà. Exactement. Nous, on est des gens du jour, nous. Oh, on sort de temps en temps. Hein. Ah bon? Enfin, moi, et quand surtout. elle sort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les algues. Dans l'eau, la nuit, c'est spécial. Pareil, Marseille. Parce qu'on va dire, ouais, c'est Paris. Ben non, Marseille, le Mucem. La mise en lumière du Mucem. Donc la nuit aussi, je suis désolée. Vous appelez sculpteur de lumière. Voilà, sculpteur de lumière. Mais mise en lumière. Parce que aussi, il crée des objets, des luminaires. Donc il travaille vraiment la lumière sous tous ses Donc il met en valeur effectivement des bâtiments. Mais après, il peut avoir des commandes spéciales où là, il fait des installations lumineuses. Écoutez, regardez, je pense qu'il va mieux expliquer. Enfin, j'ai quand même expliqué un petit peu. Hein. Regardez. C'est très gentil, merci beaucoup. Vous, quand même, ce qu'il faut expliquer, c'est que vous avez toujours travaillé la lumière. Oui, un peu comme d'autres ont travaillé le métal, etc. On travaille assez proche de la sculpture, en réalité, sous forme d'installation. Et donc, voilà, je travaille toujours sur l'extérieur, en grande majorité des cas. C'est une façade qui a été faite par les architectes Valois-Despistres, qui ont dessiné, en fait, une sorte de bardage avec une résonance sur la notion des turbulences d'air qui sont derrière les ailes des avions. Et moi, je m'en suis servi, ces supports, pour amener une lumière dessus. Et là, quand c'est comme ça, vous travaillez dès le début du projet?
La plupart du temps, avec les architectes, c'est eux qui m'appellent. C'est dès le départ, oui. Mais la plupart du temps, c'est bien avant que tout soit terminé, ouais. Bah, vaut mieux, parce qu'il faut passer un peu de câble quand même. Donc ça, c'est l'aéroport de Denver, c'est le nouvel aéroport. On m'a demandé de pouvoir faire une installation particulière et le sujet est esthétiquement Scalator, hein, qui a une proportion considérable. Cette installation, c'est de la matière, de toutes les matières d'eau que j'ai pu trouver dans le Colorado. Puisqu'ils ont des neiges éternelles, ensuite ils ont de la glace, bien sûr ils ont des torrents, des cascades, et puis ils ont même un désert où il fait très sec. Donc on a plein de variantes, et au lieu de mettre une carte postale, vous rentrez dans le Colorado ou pas, c'est une installation qui donne du mouvement. Alors il y a des objets aussi, parce que... Comme on a vu que en fait, je suis autant sur la nature que sur l'architecture, et que ce qui m'intéresse, c'est tout le paysage dès que le crépuscule jusqu'à l'aube me permet d'investiguer. Mon idée, c'était de faire quelque chose qui soit... vous voyez, nomade, et qu'on puisse circuler avec sa lumière, qu'on puisse l'amener avec soi. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait que vous auriez envie de faire? Je veux absolument faire un bateau de croisière, mais qui ne serait pas un bateau de croisière normal, ce serait plutôt un bateau des Lumières. Je voudrais pouvoir travailler sur ce bateau chaque nuit en projetant des matières que j'aurais pu capter le jour. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment réaliser. Il met en valeur donc ces bâtiments-là, souvent des bâtiments, mais il pourrait mettre en valeur aussi des spectacles ou des gens qui chantent ou des gens qui dansent, je ne sais pas. Il faut qu'il essaye ça. Oui, c'est intéressant. Sûrement qu'il l'a fait, je pense. Et là, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Et là, alors, il a été appelé par Muriel Mayette pour la Villa Médicis. En fait, il va mettre en lumière, il est en train de travailler sur la mise en lumière et puis sur l'installation aussi de chemins pour être guidé dans la villa, etc. Il y a tout ce qu'il faut à la Villa Médicis, elle est magnifique. Oui, déjà à la base aussi, il est aussi avec ce qui existe, le contexte. Merci beaucoup. Allez, avec Julia du Web, on va s'intéresser aux jours fériés parce que ça arrive, ça. On est dedans, là. Oui, c'est imminent, lundi prochain. Oui, alors? Il y a un outil sur Internet qui ne fait que du voyage pour les jours fériés. Du coup, regardez, vous avez un calendrier. Oui. Vous choisissez votre jour férié et en fonction de votre choix, on vous propose direct des destinations. C'est un comparateur de voyage. Donc, on va vous proposer les hôtels et les avions au prix le plus bas, mais seulement sur ces dates-là. Et on va vous expliquer quel jour férié vous devez prendre. Uniquement, ça s'appelle Skyscanner jour férié et c'est seulement pour ce week-end et les suivants, William. France ou Europe? Ah, partout. Partout? Oui, alors après, Europe, monde en fonction du nombre de jours que vous avez. Je voulais vous emmener très rapidement à Santa Monica, rien à voir, parce qu'il y a une appli qui a été créée, qui fait le buzz et qui est très bien. Je voudrais qu'on suive cette initiative dans les villes en France. C'est une appli qui fonctionne comme Tinder, sauf que c'est des propositions pour votre ville. Donc tous les gens de Santa Monica se mettent sur cette appli qui s'appelle City Swipe. Et regardez, on leur propose des choses pour changer leur ville, pour faire des aménagements, pour prendre des décisions concernant leur habitat. Et ils n'ont plus qu'à dire oui ou non. Et après, tout est pris en compte pour changer. Par exemple, est-ce que vous prenez le bus dans la ville basse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je réponds oui ou non. Oui, et après, je choisis entre plusieurs projets par rapport au bus, par rapport au plan, et à plein de choses et au prix. Et ça va être pris en compte directement par la mairie. Ah, d'accord. Et les changements vont s'opérer sur les 20 prochaines années. Là. Et ça n'existe pas en France? Bah non. D'accord. C'est une suggestion que vous faites à Anne Hidalgo, par exemple? C'est de la démocratie participative, William. Oui, c'est très bien. Bien sûr. Pour les villes, c'est bien. Merci. Allez. Le charbon quoi? Le charbon végétal? Un charbon activé, un charbon intéressant pour la cosmétique. Comme le bois. En fait, un bois, notamment l'excellentissime charbon activé, c'est un charbon qui vient du Japon. C'est un chêne vert qu'on met dans une chambre chaude sans oxygène. Et on va le brûler, en quelque sorte, sans oxygène. Et on va faire monter son taux de carbone. Voilà ce qui donne un charbon activé. Et ce charbon activé, il devient capable d'adsorber les particules, molécules embêtantes pour notre peau qui existent dans l'air. Stop.
Comment ça, absorber? Petit mot de Scrabble. Il y a l'absorption dans la vie, un peu comme un humidificateur d'air qui va, comme une éponge, absorber l'air. Et puis il y a l'adsorption. Tout ça fait partie d'un phénomène. C'est le vers l'extérieur. Et adsorption, exactement. C'est du latin. C'est-à-dire que les Vous n'avez pas fait du molécules, latin, vous? les molécules vont être en concours. surface. Les molécules attirées par des jeux de polarité vont être captées et rester en surface. Le charbon va capter les molécules qu'on n'aime pas. Et quand on va rincer ce charbon qu'on met sur la peau, tout va partir ensemble. C'est une capacité extraordinaire qu'a ce charbon activé d'absorber des molécules. Et ça va faire quoi? Non, c'est bien parce que quand vous avez oui, alors on va absorber les... Non, Ils l'ont dit à Télématin. Je C'est fais pas... excellent pour le Scrabble, n'est-ce pas? Et ça va permettre de lancer quoi? Lancer dans différentes marques, et c'est ça l'actualité, des produits qui servent énormément à nettoyer, détoxifier, rincer le visage, purifier le visage. Et ça ne fait pas de traces de quelconque. Eh bien, quand on met le si. masque, ça fait un petit masque noir façon ramoneur. Oui, quand même, un petit peu. Et après, il faut Et nettoyer après, tout ça. on rince et on a une peau purifiée. On rince à quoi? À l'eau? On rince à l'eau, regardez. En Asie, c'est omniprésent et on utilise vraiment le charbon comme détoxifiant de l'air, de l'eau et en fait, il existe absolument partout dans la vie quotidienne. C'est un ingrédient qui a un effet purificateur qui est vraiment très très important, avec une capacité d'absorption énorme. Il travaille en fait comme une espèce de d'aimant en fait pour la peau. Vous le posez, en fait, il va absorber les impuretés et les impuretés vont partir avec le produit rincé que vous utilisez. Notre huile démaquillante qui contient du charbon s'utilise en fait sur peau sèche. Vous le posez, vous pouvez masser, vous pouvez faire votre palpé roulé ou d'autres pour la fermeté du visage qui pour les Coréens est très très importante. Et ensuite on rince à l'eau chaude, le produit va se transformer en lait et du coup il n'y a aucun résidu, aucun film gras, votre peau est juste nette et propre. Nous avons un pinceau charbon. En fait, les fibres contiennent du charbon, sont imprégnées de charbon, qui va donc aider au nettoyage vraiment tout en douceur. J'applique de l'eau sur mon visage, je vais utiliser en mouvement circulaire et le charbon qui est contenu dans les poils va attirer donc les impuretés de la peau et ça donne vraiment un nettoyage extrêmement profond. Nous avons un masque qui est en fait un double produit, donc un masque et un gommage. Je le pose sur peau sèche pour à peu près 1 minute et ensuite je vais rincer mon visage et avec des mouvements circulaires tout simplement. Je rince le produit et en fait ça donne une peau absolument éclatante et radieuse. Et enfin, nous avons un savon qui est un savon nettoyant très très doux. Et je peux utiliser tous les jours tout simplement comme un produit, un savon nettoyant pour mon visage. Dans le choix du charbon, il y a un élément qui est très important, c'est son niveau de pureté. C'est un peu le problème de l'argile, hein. Je peux creuser là où je sais ce que ça contient, je vais creuser 1 mètre plus loin et ce n'est plus le même argile. Eh bien, je peux maîtriser en fait le processus avec le charbon, mais il faut que je le maîtrise donc avec le bon niveau de brûlure. Il faut que ce soit vraiment brûlé à très haut degré pour que le charbon devienne vraiment pur, avec plein de porosité, donc plein de cavités finalement, qui vont faire le travail de nettoyage. Le nettoyage de la peau et la détoxification de la peau sont indispensables et les femmes asiatiques, notamment japonaises et coréennes, sont experts dans le nettoyage puisqu'elles disent qu'il n'y a pas de belle peau sans avoir une peau vraiment profondément nettoyée. Et aujourd'hui, on a des toxines et des impuretés qui peuvent engorger la peau et du coup, il faut vraiment les éliminer pour avoir une peau saine, radieuse et éclatante. Renoncer. Ah oui. C'est bien ça. Les différences entre absorber, adsorber, c'est comme jurer, abjurer voilà, et adjurer. Voilà. Donc là, on est dans les mécanismes de la sorption, S-O-R-P-T-I-O-N, ça aussi c'est encore un autre mot compliqué, qui sont ces mécanismes qui sont liés au filtrage. Si je vous parle de filtrage de piscine ou de filtrage d'air, vous allez retrouver cette histoire de charbon actif qui vient absorber, donc qui vient
amalgamer, si vous voulez, en surface, attirer en surface des molécules qui ne nous plaisent pas. Ce pinceau, qui est un pinceau au poil synthétique, il est chargé en charbon. Et quand je vais le passer avec un peu d'eau sur mon visage, ça va donc attirer en surface. Oui, le charbon est dessus. C'est pour ça que le pinceau est noir. Et si on s'en met, là, ça fait des traces? Voilà, ça fait, non, de toutes petites traces, mais surtout, ça nettoie très bien la peau. Tout cela vient... Ah, ça nettoie? Oui, très bien. C'est ce qu'expliquait Cataline Beriani. Et tout cela vient d'une inspiration asiatique, parce qu'en Asie, il y a énormément de filtration d'air, d'eau, etc., qui sont liées au charbon actif. C'est bien ça. Adsorbé. Abjurer, c'est repousser sa... J'abjure ma religion. Et adjurer, c'est... Adjurer, c'est